Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène où? Nous amène aux États-Unis. On va essayer de comprendre en fait la décision prise par une cour d'appel qui a rejeté la demande d'immunité totale de Donald Trump. Il faut savoir que cette demande d'immunité totale de Donald Trump avait été introduite auprès d'une juge qui s'appelle Tanya Chutkan, qui est celle qui est en charge justement de l'affaire de la tentative des partisans de Donald Trump de vouloir inverser le processus électoral le 6 janvier 2021. Alors donc Donald Trump est poursuivi par la justice américaine pour être celui qui aurait incité, si tu veux, ses partisans à mener cette espèce d'assaut-là insurrectionnel contre le Capitole. Et donc, lorsque la juge Tiana Chutkan a pris l'affaire, les avocats de Donald Trump sont immédiatement venus déposer une demande d'immunité totale en expliquant qu'au moment des faits, donc le 6 janvier 2021, Donald Trump était encore en fonction, il était président des États-Unis. Et donc, pour cela, il se base sur une jurisprudence qui date de 1980, jurisprudence de Richard Nixon, dans laquelle celui-ci aussi faisait l'objet de poursuites concernant l'affaire de Watergate. Et donc, la Cour suprême de l'époque avait donc considéré que Richard Nixon, au moment des faits, comme il était à la Maison-Blanche, et donc il bénéficiait de l'immunité. Et donc, la différence, c'est que Richard Nixon, en 1980, dans son affaire, il était poursuivi au civil. Or là, Donald Trump est poursuivi au pénal. Et donc, dans un premier temps, donc, la juge Tiana Chutkan avait donc rejeté la demande d'immunité en expliquant qu'il n'y a aucune loi aux États-Unis qui dise que l'immunité s'applique également en cas de poursuite pénale du président ou d'un ancien président au moment où il était en fonction, pour une affaire concernant au moment où il était en fonction. Et donc, c'était ce premier rejet-là qui avait donc incité Donald Trump donc à faire appel. Et donc, en appel, les juges ont tout simplement expliqué dans leur ordonnance qu'ils ont tenu compte de deux facteurs. Donc, ils ont pris en compte, d'un côté, l'intérêt revendiqué par Donald Trump de bénéficier d'une immunité, avec celui de l'intérêt public vital de permettre à cette procédure de continuer. Donc, ils ont mis dans la balance l'intérêt d'un individu contre celui de la société. Et donc, ils considèrent que l'intérêt public est vital dans le fait de savoir, de connaître parce qu'un procès permet la manifestation de la vérité et de définir les responsables pour ensuite que ceux-ci soient pénalement, soient tenus responsables devant le tribunal, que ce soit au civil ou au pénal. Donc, en l'occurrence, on est au pénal pour que Donald Trump réponde donc de ces actes. Et donc, ils ajoutent plus loin que pour les besoins de ce dossier pénal, l'ancien président Donald Trump est donc devenu le citoyen Trump avec les mêmes protections que n'importe quel autre prévenu. Mais toute immunité relevant du pouvoir exécutif qui aurait pu le protéger lorsqu'il était président en exercice ne le protège plus contre ses poursuites. Et donc ça, évidemment, ça change tout. Alors donc, les juges expliquent que l'intérêt d'un individuel ne saurait être plus important que l'intérêt général. Et donc cet intérêt général-là, doublé du fait que, étant donné la gravité des accusations et des actes qui sont opposés à Donald Trump, à savoir une tentative insurrectionnelle de stopper une procédure électorale, donc une procédure constitutionnelle, et donc il n'y avait donc pas de raison de prendre comme argument, il n'était pas raisonnable d'accorder donc une immunité pour un fait qui relevait bien entendu du code pénal. Et donc par conséquent, Donald Trump devra bel et bien passer devant un tribunal pour venir répondre de son rôle dans les événements du 6 janvier 2021. Alors, bien évidemment, Donald Trump s'est fendu dans un communiqué via son réseau social Truth Social, dans lequel il expliquait que justement que cette décision était un jugement destructeur pour le pays et que donc si
ce procès n'était pas annulé, cela pourrait porter gravement atteinte non seulement à la présidence, donc à la fonction présidentielle, mais aussi à la vie et au souffle, ainsi qu'au succès de notre pays. Et donc, évidemment, pour bien évidemment, cette sortie médiatique ne changera rien au fait que, évidemment, la procédure donc devra se poursuivre. Maintenant, il reste deux possibilités à Donald Trump. Donc, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait face à un certain nombre d'affaires. Il y a les affaires au civil. Donc, pour le civil, il n'y a pas de problème. S'il est condamné, la sanction elle sera essentiellement financière, elle sera pécuniaire. Maintenant, pour les poursuites au pénal, là, c'est assez compliqué, puisque s'il est condamné à une peine d'emprisonnement ferme, il risque de se retrouver en prison, même si aux États-Unis, il y a le principe en droit qui dit que, pas le principe, l'idée selon laquelle, par exemple, qui ne dit mot ne consent, ça ne marche pas en droit aux États-Unis. C'est-à-dire pour que quelque chose soit interdit, il faut que ça soit clairement stipulé par la loi. Pour le moment, il n'y a jamais eu dans toute l'histoire des États-Unis un cas de figure où un candidat à une élection présidentielle se retrouve en prison. Donc, si tel était le cas, Donald Trump pourrait toujours être candidat. Ça, c'est clair. Même si certains États comme le Colorado et un autre, il y a 2 États aux États-Unis qui ont expliqué que Donald Trump n'était pas, mais ça c'était pas pour l'élection présidentielle, c'est pour la primaire. Ils ont expliqué que Donald Trump n'était pas, d'un point de vue moral, un candidat qui pouvait postuler dans leur État. Donc le Colorado, par exemple, explique que, étant donné le passé de Donald Trump, étant donné les actes qu'il a commis, nous, l'État du Colorado, nous refusons qu'il soit candidat dans notre État pour une quelconque élection. Donc il demande les suffrages des habitants de cet État-là. Même, grosso modo, ça ne pourra rien changer. S'il gagne la primaire dans tous les autres États et si la Convention républicaine le désigne comme étant le candidat officiel du Parti républicain, il sera candidat du Parti républicain. Mais néanmoins, s'il est en prison, évidemment, pour son image, ça va prendre un gros coup. Et donc ça, derrière, il y a une autre qui est en embuscade qui s'appelle Nikki Haley, qui elle n'a pas abandonné. Il ne faut pas oublier, c'est Ron DeSantis, le gouverneur de l'État de Floride, qui a jeté l'éponge. Il a immédiatement fait savoir qu'il soutiendrait Donald Trump pour cette élection présidentielle. Mais Nikki Haley, elle est là, elle est en embuscade. Elle veut jouer sur 2 facteurs. Le premier facteur qui a peu de chances d'aboutir, c'est celui de l'âge, en expliquant que Donald Trump, pas qu'il est sénile, mais disons qu'il est trop vieux et donc il n'a pas véritablement conscience des actes qu'il pose, en quelque sorte. Mais ça a peu de chances d'aboutir. Par contre, là où le deuxième facteur, qui est celui de voir Donald Trump interrompu dans son ascension vers une candidature républicaine par ses affaires judiciaires et donc par probablement ou possiblement une peine d'emprisonnement ferme. Et donc là, elle se positionnerait comme la seule alternative possible et viable contre Joe Biden. Et donc ensuite, on voit très bien que la stratégie derrière, si elle parvient à renverser la vapeur en sa faveur en devenant la candidate républicain pour la prochaine élection, elle va évidemment jouer sur le facteur âge pour battre Joe Biden. Et ça, évidemment, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les républicains. Mais pour le moment, on en est loin. Et donc, Donald Trump, lui, il est conscient du fait qu'il a donc ses procès en pénal qui risqueraient de le plomber d'ici l'investiture républicaine. Il en a 4. Parce qu'en dehors de l'assaut contre le Capitole le 6 janvier, il a aussi le problème d'avoir proposé de l'argent à une ancienne prostituée. Et puis, il y a aussi la tentative de faire inverser les résultats des élections en Géorgie, dans l'État de Géorgie. On se rappelle, il y avait l'enregistrement qui avait été rendu public. Il avait appelé le secrétaire d'État de Géorgie pour lui demander de lui trouver 11 000 votes pour pouvoir renverser la vapeur dans cet État et lui permettre de remporter l'élection. Donc, il y a ces procès-là au pénal qui est bien entendu le fait d'avoir, de manière frauduleuse, gardé des documents classés secrets dans sa résidence, dans sa villa de Mar-a-Lago à Miami. Donc, ce sont ces 4 affaires-là qui pèsent sur sa tête sur le plan pénal. Et donc, Donald Trump est bien conscient que l'une d'entre elles pourrait l'empêcher ou pourrait sérieusement représenter une menace à son ascension vers la Maison-Blanche. Et donc, il a 2 options. Soit, à chaque fois qu'une affaire vient, en l'occurrence comme celle-là, il fait appel. Or, c'est possible. L'avantage avec l'appel, c'est que la procédure elle est immédiatement suspendue, le temps que le tribunal
statue sur cette affaire-là de nouveau en appel, donc ça prend du temps. Et ensuite, une fois que le tribunal a statué, il faudra revenir. S'il gagne, tant mieux. S'il perd, il faut revenir dans la juridiction plus bas pour que celle-ci reprenne la procédure là où elle s'était interrompue au moment où l'appel avait été déposé. Donc, pour Donald Trump, il sait que là, il a perdu un appel. Donc, s'il va tout de suite à la Cour suprême, il n'est même pas sûr aussi de l'emporter, en dépit du fait que 3 des 9 juges qui sont actuellement à la Cour suprême, c'est lui qui les avait nommés durant sa présidence. Mais il n'est pas sûr de quand même pouvoir remporter la donne. Et donc, il se dit que l'avantage pour lui, ce serait essayer de saisir la Cour suprême le plus tard possible. Le plus tard possible, c'est quand? Eh bien, ça dépendra maintenant de la juge Tanya Chutkan, qui, elle, va, en fonction du moment où le dossier va revenir vers elle, le dossier va être renvoyé par la cour d'appel, et qu'elle décide d'une nouvelle date pour un nouveau procès, pour la poursuite, pas un nouveau procès, une nouvelle date pour la poursuite du procès, et bien là, il va devoir juger, voir sur le timing pour pouvoir saisir la Cour suprême. Avec le risque, si c'est trop éloigné l'échéance de novembre, il peut aussi avoir que la Cour suprême statue en urgence parce qu'elle estime que Donald Trump, étant donné sa place dans le paysage politique américain, et le fait qu'il soit candidat à une primaire, qui est quand même un processus qui est vital pour la vie politique du pays, donc la Cour suprême pourrait statuer en urgence pour Donald Trump pour essayer de statuer sur son affaire. Et si en plus la Cour suprême, dont les décisions ne sont plus susceptibles d'aucun recours, ne ferait que confirmer les décisions prises en appel et en première instance, donc Donald Trump se verrait ensuite de nouveau traîner devant les tribunaux avec le risque de se faire condamner en pénal d'une peine d'emprisonnement ferme et se retrouver en prison. Donc il est un peu balancé dans cette situation, et d'autant plus que cette affaire, comme je dis, n'est pas la seule, il y en a encore 3 autres. Et donc, lui, il va essayer de voir, donc ses avocats essaient de jouer un peu avec le temps, en fait. Parce que là, vu ces 4 affaires qui pèsent véritablement sur sa campagne, même si politiquement, ça ne va pas l'atteindre, parce qu'il a huilé son discours en expliquant à ses partisans qui y croient dur comme fer que toutes les tentatives, toutes les poursuites judiciaires dont ils font l'objet ne sont que l'œuvre d'une mascarade orchestrée par le camp démocrate qui est au pouvoir et qui veut l'empêcher d'arriver au pouvoir. D'un point de vue, si on regarde dans le fond, il n'a pas totalement tort. Mais il faut aussi savoir qu'il aide bien ses ennemis démocrates à justement le poursuivre parce que lui-même, il a commis un certain nombre de bourdes, et ce sont ces bourdes-là qui lui valent ces poursuites judiciaires-là. Mais derrière, on voit aussi que ce n'est pas faux que les démocrates n'hésitent pas à exploiter à fond toutes les erreurs ou toutes les fautes que Donald Trump commettrait pour en faire des affaires judiciaires et essayer de peser sur le cours de sa campagne pour les primaires et voire même pour sa campagne présidentielle pour les prochaines élections de novembre prochain. Donc tout ça, évidemment, n'est pas bon pour lui. C'est une très mauvaise nouvelle, mais il ne s'en laisse pas battre. Au contraire, chaque fois qu'il reçoit un mauvais coup, ça a comme l'impression que ça décuple sa volonté de se battre, et ça renforce son discours anti-establishment, anti-système judiciaire, et donc ça ne fait que renforcer son aura sur ses partisans qui croient dur comme fer au fait que, en réalité, aujourd'hui, l'administration américaine n'est qu'une vaste mascarade dans laquelle tout est mis en œuvre pour empêcher au véritable candidat légitime qu'est Donald Trump aux yeux de ses partisans de briguer un nouveau mandat à la Maison-Blanche. Et tu penses que s'il arrive à l'élection, il va gagner? Ah là, c'est difficile à dire. Tout dépendra de la capacité maintenant, par la suite, par exemple, s'il remporte l'élection aux primaires, il faudrait que, d'abord, Nikki Haley aussi, pour son image, il faudrait qu'elle le soutienne. Donc ça, on n'en sait rien encore. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faudrait maintenant, pour remporter une élection présidentielle, il faut aller au-delà de ses propres partisans. Et donc, est-ce qu'il sera en capacité de véritablement convaincre
les candidats indécis qui sont nombreux de le rallier. Pour ça, tout dépendra de ce qu'il mettra dans le discours. Pour le moment, comme c'est les primaires, il est très à droite. Donc, c'est un discours très conservateur, anti-immigration, anti-système. Voilà. Et lorsqu'il sera candidat investi pour le Parti républicain, il faudrait qu'il aille au-delà de sa base conservatrice. Et donc là, il va devoir avoir un autre discours. Plus rassembleur, ce n'est pas trop son style, mais il va beaucoup jouer sur ses points forts, notamment sur l'économie, en promettant, bien entendu, des allègements fiscaux, notamment pour les plus grosses fortunes, pour les plus grosses entreprises, des moyens pour les petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'être plus performantes. Ça, c'est en gros, il va nous ressortir les mêmes recettes qu'il avait mises en place avec beaucoup de mesures, je pense, sur le plan du protectionnisme américain, protectionnisme contre la Chine, contre aussi parfois même ses alliés européens sur les questions économiques, parce qu'on sait que, évidemment, ils ont beaucoup de divergences de points de vue sur ces questions-là. Donc, là, évidemment, donc ça, c'est des choses que l'on ne pourra voir que si ces événements-là, à savoir le fait que s'ils parviennent sans trop de casse jusqu'à l'investiture républicaine, il va l'obtenir. Pour moi, ça ne fait l'objet d'aucun doute, sauf grosse catastrophe comme une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme. Donc ça pourrait éventuellement changer les choses. Et donc, comme je dis tout souvent, nous ne sommes qu'en janvier, l'élection c'est en novembre. Il faut savoir que c'est à des années-lumière sur le plan politique et plein de choses peuvent encore se passer. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On repart en musique et on reste connecté. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.